Les membres de cette association sont allés découvrir Ouidah, la ville vestige. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les résultats du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022, sont connus au Bénin. Selon les chiffres communiqués à la presse, on note 66,46% de taux de réussite au plan national et 11,84% ici dans le littoral. C'est le directeur des examens et concours qui a annoncé ces résultats. Il est ici au micro de René Kofi. Département premier, le Borgou, avec 74,46%. Département deuxième, le Koufo, avec 72,24%. Département troisième, le Littoral, avec 71,84%. Département quatrième, l'Atlantique, avec 69,90%. Département 5e, le Mono, avec 69,66%. Département 6e, la Takura, avec 67,53%. Département 7e, le Zou, avec 67,45%. Département 8e, l'Ouémé, avec 63,08%. Département 9e, la Donga, avec 61,98%. Département 10e, les Collines, avec 57%. Département 11e, la Liborie, avec 53,61%. Département 12e, le Plateau, avec 50,48%. Au total, au plan national, pour le compte de cette session du BEPC de juin 2022, il se dégage un taux d'admissibilité national de 66,46%. On retient pour la suite ce qui suit. Dès le lundi 11 juillet 2022, à partir de 10 heures, dans tous les départements seront affichés les noms des candidats admissibles. D'ores et déjà, les directeurs départementaux sont instruits au fin de prendre toutes les dispositions pratiques pour rendre les centres d'évaluation exploitables, de sorte que les candidats admissibles sont invités le mardi 12 juillet à partir de 7 heures, uniquement pour ce qui concerne les candidats admissibles de série MC dans tous les centres pour subir les épreuves orales et sportives. Et le mercredi 13 juillet 2022, le reste des candidats de série MC qui n'auront pas pu achever de subir leurs évaluations orales et sportives pourront se présenter dans les centres le mercredi 13 juillet. Et en plus de cet effectif-là, tout le groupe des candidats admissibles de série ML. Aux candidats admissibles, nous présentons nos félicitations et les exhortons à la rigueur pour la poursuite du parcours. Aux candidats non admissibles, nous leur demandons de s'armer de courage et de patience pour un travail méthodique et rigoureux en vue d'affronter l'année scolaire 2022-2023. Voilà, leurs aînés sont en attente des résultats du baccalauréat. Les ministres de l'enseignement supérieur Éléonore Yayi Ladécan et de l'enseignement secondaire Yves Kouaro-Chabi s'assurent du bon déroulement de la correction des copies du bac. Ils ont parcouru la plupart des centres de Cotonou, à Parakou en passant par Boycon. Kolawole Boniface Biao nous fait le point. Nous allons pouvoir donner les résultats à date, à savoir
le 13. Donc, juillet, les résultats. Les résultats du bac 2022 qui tiennent pour le 13 prochain, le constat fait de Cotonou à Parakou en passant par Boycon dans tous les centres de correction de cet examen, rassurent les ministres en charge des enseignements secondaires et supérieurs. La correction est partout finie et s'est bien déroulée. En ce qui concerne les travaux de correction, il faut avouer que tout s'est bien passé. Ici au lycée Mathieu Bouquet de Parakou et aussi dans tous les 10 autres centres du pays. C'est la satisfaction pour les ministres par rapport au constat fait sur le terrain. Nous avons visité plusieurs centres de correction du baccalauréat. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Le ministre de l'Enseignement supérieur invite les candidats à encore un peu de patience et leur donne l'assurance que la délibération se fera aussi dans les règles de l'art. À tous ces candidats, je dis simplement patience, pas de panique. La délibération se fera dans le même format, à savoir en ligne. On a déjà une plateforme à laquelle vous êtes très bien habitués pour éviter les bousculades que, heureusement, nous avons déjà poussées derrière nous. Donc, tout se passera dans la sérénité et même la session de remplacement est déjà prévue pour être bien organisée pour que, à l'issue, à la fin du mois, tout le monde soit fixé. Les enseignants correcteurs saluent cette démarche des deux ministres qui vient les rassurer de toutes les attentions qu'ils leur accordent dans l'organisation des examens au Bénin. Autre actualité ce soir, les populations de Kessono et Gbeto, deux arrondissements de la commune de Dangbo, auront bientôt accès à l'eau potable. Une délégation de l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la réception provisoire des ouvrages de distribution d'eau dans les villages sous tutelle administrative de ces deux localités. Tout est fin prêt pour la mise en service très prochaine des équipements, nous disent Bruno Swali et Igor Ayosso. À Kessono et Gbeko, dans la commune de Dangbo, il y avait de l'eau fluviale, mais il y a désormais de l'eau potable aussi. Une denrée longtemps recherchée dans les 14 villages que réunissent ces deux arrondissements. La promesse du président Patrice Talon lors de sa tournée de reddition de comptes devient une réalité pour ses habitants, témoins oculaires des grandes réalisations à leur profit. Lorsqu'il est arrivé à Dangbo, il nous a dit Dangbo, tous les arrondissements de Dangbo auront de l'eau potable. C'est ici la preuve que cette promesse qu'il nous a faite se réalise. Et je trouve que c'est fait avec de la finesse. Pour approvisionner les populations de cette partie de la commune de Dangbo, porte d'entrée de la vallée de l'Ouémé, l'ouvrage réalisé est parfaitement adapté aux périodes d'intempéries que connaît la région, surtout en temps de crue. C'est des ouvrages qui ont été conçus pour pouvoir desservir la population en termes de crue. Donc nous avons opté pour des ouvrages de type Ramsey Pilotis où le fermier ou bien la population qui veut s'approvisionner en eau est capable de venir au pied de l'ouvrage pour pouvoir prendre de l'eau, même en temps de crue. À Gbeko, les travaux d'approvisionnement en eau potable ont prévu 40 bornes fontaines, toutes déjà fonctionnelles. Un record dans la région avec une vision prospective de satisfaire la population, même en cas de décuplement du nombre d'habitants. C'est un projet dimensionné pour les 20 années à venir pour couvrir tous les besoins en eau potable de la population. Les ouvrages projetés sont constitués d'un château d'eau de 400 m3, hauteur sur cuve 18 mètres, un réseau de distribution en PUHD de 23 km environ, une station de pompage équipée d'une pompe immergée sur un forage artésien qui pompe à un débit de 50 m3/h. Cette population a tout le temps souffert d'eau potable. Pour pouvoir s'alimenter en eau potable, il faudrait faire des kilomètres. Sinon, beaucoup sont ceux-là qui utilisent l'eau du fleuve.
Le tour des installations fait par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural rassure sur le taux d'exécution des travaux quasi bouclés. Les populations n'attendent plus que la réception et la mise en service du joyau qui, sans doute, va changer leur quotidien. Voyons à présent ces explications. Le président Patrice Talon donne la preuve de la fidélité à son engagement de faire de son mandat un quinquennat purement social. Preuve palpable, la baisse du coût de raccordement au réseau électrique. Plus de précisions avec Wilfried Léandre Humbweji, le porte-parole du gouvernement, lors de son entretien hebdomadaire sur les questions d'actualité. C'était sur la chaîne de télévision ETélé. Suivez. En faisant la réflexion d'ensemble autour de la problématique de l'accès à l'électricité, autant qu'à l'eau potable, et il vous souviendra que le chef de l'État a souvent dit l'eau potable et l'électricité, c'est deux intrants fondamentaux pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Cette réflexion d'ensemble a donc amené le gouvernement à prendre la décision d'élever résolument la question de l'accès à l'électricité au rang des préoccupations sociales. Donc faire de l'accès à l'électricité une question sociale, ce qui fait que la réflexion débouche sur la décision de faire en sorte qu'à l'avenir, les populations n'aient plus à débourser grand-chose avant de se faire raccorder. Et concrètement, ce que dit la décision, c'est que entre 2022 et 2024, il vous faudra débourser 10 000 francs CFA pour les frais d'abonnement et 10 000 francs CFA pour le contrôle des installations intérieures, ce que la société Contrelec a l'habitude de faire déjà traditionnellement. À telle enseigne que vous aurez déboursé 20 000 francs CFA pour être raccordé. Je précise parce que la SB2E le fera davantage. 20 000 francs, cela suppose que vous êtes dans un rayon de 40 mètres au plus du poteau électrique. Si vous êtes au-delà, cela appelle sans doute d'autres investissements et pour ce que j'ai compris en discutant avec les responsables de la SB2E, dans l'immédiat, ils vont s'employer à satisfaire tout ce qui serait donc dans un tel rayonnage par rapport aux poteaux déjà implantés. Et puis après, il va y avoir des mesures au fil du temps pour améliorer. Puis, entre 2025 et 2026, vous n'aurez plus à payer les 10 000 francs pour le raccordement. Vous paierez juste 10 000 francs pour le contrôle des installations intérieures afin de s'assurer de leur conformité avec les normes et standards de la SB2E avant donc que le raccordement ne puisse être fait. Voilà concrètement de quoi retourne cette mesure. Et j'aime à dire que si quelqu'un pouvait encore douter de l'orientation sociale de ce mandat, voilà une preuve supplémentaire de ce que le chef de l'État, il reste fidèle à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de nos populations le 23 mai 2021 et qu'il s'emploie avec son gouvernement à faire en sorte que les conditions de vie de nos concitoyens soient améliorées. Voyons à présent ces autres avancées enregistrées notamment dans le domaine du numérique et de la digitalisation. Les 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon sont marqués par des prouesses dans ce secteur. Rebecca Kinjaondé revient ici sur quelques points de l'entretien accordé à la ministre dans ce sens. Suivez son entretien. Une administration SMART, des citoyens connectés, des ressources numériques de qualité pour un Bénin 2.0. Une marche vers le progrès qui positionne aujourd'hui le pays comme un exemple à suivre dans la sous-région en matière de numérique. Mais pour en arriver à cette étape, le ministère du numérique et de la digitalisation a posé des jalons à travers ses agences. Paiement de factures, délivrance du casier judiciaire ou encore du passeport, consultation des résultats d'examen ou de concours en ligne. Toutes ces prestations sont désormais possibles et disponibles sur le portail des e-services. Aujourd'hui, nous avons un portail national des services publics
qui permettent d'avoir en ligne des informations sur plus de 700 transactions avec l'administration publique. Le déploiement du haut et très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, l'installation des points numériques communautaires, mais aussi la disponibilité des salles de classe numériques pour personnes en situation de handicap sont aussi quelques projets réalisés à mettre à l'actif de ce bilan d'étape. En ce qui concerne les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, le gouvernement a affiché sa volonté de faire de la Société béninoise d'infrastructures numériques le 3e réseau JSM. Vous vous souvenez, nous sommes partis de 5 opérateurs mobiles il y a encore quelques années. Tout à fait. Et les réformes tendant justement à donner à notre pays des opérateurs suffisamment capables d'investir, de fournir des services innovants, de répondre aux fortes attentes. Aujourd'hui, avec 3 opérateurs forts, nous savons que nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Et sur le plan des médias, plusieurs réformes sont aussi annoncées dans le PAG 2021-2026, dont le projet de modernisation des médias de services publics. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons fait l'audit technique, par exemple, des installations de l'ORTB. C'est dans le cadre de ce projet que le gouvernement a aussi consenti à investir des centaines de millions dans la modernisation du réseau de diffusion FM, parce que la radio est un des masses médias les plus écoutés. En clair, les réformes et projets en cours dans le secteur numérique, digitalisation et médias se poursuivent. De l'avis d'Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, son équipe et elle comptent mettre les bouchées doubles afin qu'à l'arrivée du bilan à la fin de ce quinquennat, la vie de chaque citoyen béninois soit impactée par le numérique, et ceci, quel que soit son lieu de résidence. Replongerons dans la ferveur de la fête de la Tabaski, la fête du mouton qui a eu également lieu à Lokossa dans le département du Mono après la traditionnelle prière sur les places Idi de la ville. Certains fidèles musulmans ont pris d'assaut le palais royal des Haoussa pour faire allégeance à leurs leaders religieux. Ils ont été suivis par Patrick Ayadji et François Zinsou. Au niveau des différentes étapes de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, la visite au plus grand sage de la localité occupe une place de choix. À Lokossa, certains fidèles musulmans de retour des places Idi ont marqué un arrêt au palais des Haoussa. Les bénédictions royales obligent. La fête de Tabaski, c'est une grande fête. Et tous les sacrifices que nous allons faire dans cette fête-là, nous prions Dieu pour que ça jaillisse sur le Bénin. Les problèmes qui existent avec tout ce qui se passe partout, un peu partout, pour qu'à cause de la prière qu'on a fait pendant ces derniers 10 jours, jusqu'à aujourd'hui, où on est au final de la Mecque jusqu'ici, il faut que cette prière puisse jaillir sur le monde entier et précisément sur le Bénin et sur Lokossa. Yessoufou Abdul Ganiou va se rendre un peu plus tard chez celui qu'il considère comme le premier représentant de la communauté musulmane dans le département du Mono. Pour cause, il a mis de la méthode dans son programme de fête. Parce que quand moi je vais aller tout à l'heure à la maison tuer ma bête, et avec ma famille, nous allons prendre le repas ensemble. Et ce qui doit aller pour ceux du quartier, nous allons les envoyer. C'est donc parti pour des semaines de réjouissance dans les quartiers à majorité musulmane. Et on ouvre le registre politique de cette édition. Le bureau politique du parti Moël Bénin se met en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Il a installé les coordinations communales des 9e et 11e arrondissements de Cotonou. Les cérémonies d'installation offrent l'occasion aux responsables du dit parti de sensibiliser les militantes et militants sur la problématique de la cherté de la vie. Ézéchiel Jacob et Wenceslao Sawaïmo. Première escale de cette délégation de la coordination nationale du parti Moël Bénin, le quartier Agla, dans le 9e arrondissement de Cotonou. En tout, 150 membres à raison de 25 par quartier sont installés. Vous avez un travail immense à faire sur le terrain et je vous demande de solliciter votre créativité, votre imagination
pour que nous puissions travailler. Il ne s'agit pas de porter des titres, il s'agit d'être engagé. Il s'agit de dire bonjour à ceux que nous rencontrons et de leur transmettre le message d'espoir. Alors je vous souhaite du courage, que dis-je? Je vous souhaite bonne chance pour la belle aventure à laquelle le parti Mouel Bénin vous convoque. Bien installés, les membres de ce nouveau bureau sont prêts pour les futurs combats politiques. La vie au sein des partis politiques est une nouvelle expérience que nous devons mettre au service de la communauté. Je souhaiterais, en tant que chef de cette coordination, voir en chacun de nous, c'est-à-dire les membres du bureau de la coordination, le caractère pluriel de nos différences qui marquera à coup sûr un avantage pour nos causes choisies. Après le 9e arrondissement, cap est mis sur le 11e, plus précisément sur le quartier Bégamin, pour le même exercice. Merci. Et on parle de ce week-end de fête pour les membres du forum, les amis de Parfait Anselme Bidi et les cadres du parti Mouel Bénin. Ils étaient à Grand Popo dans le département du Mono. Ces retrouvailles ont aussi permis aux responsables du dit parti de rappeler les grands enjeux de 2023, nous apprennent Patrick Ayadji et François Zinsou. C'est un jour spécial pour les membres du forum, les amis de Parfait Anselme Bidi. Ce creuset virtuel d'échange réservé aux filles et fils de Grand Popo, acquis aux idéaux de Mouel Bénin, est créé depuis 2 ans pour garder la flamme du parti allumée dans le département. La formule que nous avons trouvée à Grand Popo, c'est de créer des forums dans lesquels se sont rassemblés pour la plupart rien que vos militants. Vos militants qui sont totalement imbus de l'espoir que Mouel Bénin est un parti de l'avenir, est un parti de la jeunesse. Et nous laisser disperser reviendrait donc à signer un arrêt de mort pour ce bel avenir à Grand Popo. L'initiative reçoit le soutien au plus haut sommet du parti, en témoigne la présence du président Jacques Ayadji à Grand Popo. Vous m'avez invité pour venir voir comment vous célébrez cette amitié entre vous à des occasions données. Et je me suis rendu compte que c'est une très très bonne chose. Il faut que par nos comportements respectifs, nous puissions conduire Mouel Bénin vers la terre promise. Vous savez que déjà en janvier prochain, c'est le Parlement. Il faut que de votre travail, nous fassions en sorte que la cartographie de la 9e législature ne puisse pas être dessinée sans Mouel Bénin. C'est ça que je suis venu vous demander. Et je sais que nous sommes capables de le faire. Les militants de Mouel Bénin ont également été sensibilisés aux mesures d'atténuation prises par le gouvernement au sujet de la cherté de la vie. Et l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, dans une démarche de reconquête de son électorat dans le département du Zou, le mouvement a entamé une tournée de sensibilisation et de mobilisation des jeunes autour des idéaux du parti. Cet exercice, démarré à Abomey, va se faire dans les 8 autres communes du Zou. La rencontre s'est déroulée à la maison des jeunes donc de la ville d'Abomey. Mirabel Akwaki et Judika Elayena nous en disent plus. Les législatives de janvier 2023 s'annoncent à grands pas. Consciente de sa mission, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR informe sur les enjeux de cette élection et mobilise déjà les jeunes pour de grandes victoires. Dans 6 mois, nous allons compétir, nous irons aux élections. Le parti bloc républicain est en pleine organisation. C'est ce qui justifie cette sortie à Abomey de l'organisation jeunesse du bloc républicain en collaboration avec les leaders du BR d'Abomey. Le parti, le bloc républicain, voudrais vous faire confiance. Vous qui êtes venus ici, vous êtes le maillon de la mobilisation.
que nous voulons envoyer en mission. Vous êtes désormais les ambassadeurs de l'OJBR dans la commune d'Abomey. La mission de remobilisation de la troupe qu'entame le JBR vise également à solidifier sa base afin de hisser le parti. Ses leaders ont besoin de cohésion et de solidarité entre les membres. Le président du parti, le secrétaire général national, son Excellence, M. Abraham Biachane, me charge de vous transmettre le message de paix, d'union et de solidarité au sein du bloc républicain à Abomey. Entre autres communications développées, les acquis de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, les efforts du gouvernement pour alléger les peines des populations face à la cherté de la vie et le militantisme de la jeunesse au sein du parti. Les membres de l'association des hautes juridictions des pays ayant partage l'usage du français ont bouclé leur session à Cotonou sur une note touristique. Ils étaient à Ouida, la ville vestige, écho de leur visite touristique avec Ola Rodi Babagwito et Bernard Diaoui. Un accueil aux sonorités traditionnelles pour des visiteurs autodidactes. La mairie de Ouida est la première étape de cette journée touristique, une journée inoubliable pour ces hauts magistrats, désormais ambassadeurs de la ville historique. On les a distingués parce qu'on voudrait qu'en partant chez eux, qu'ils gardent dans leur cœur Ouida et qu'ils reviennent à nouveau à Ouida. Ouida est fier de recevoir cette délégation. Et pour une réussite de la mission qui leur est confiée, ces ambassadeurs vont prendre contact avec l'histoire et les vestiges du passé de la ville. Au temple des Pitons, rencontre avec une divinité du terroir qui laisse des sensations de transformation. Je me sens tellement grand, je me sens immense, je me sens béni. Je ferai plus d'enfants, j'aurai plus de champs, j'en épouserai encore d'autres. Et pourquoi pas un destin de président. Je finirai dans mon pays et je vais annexer le Dahomey. Cap ensuite sur la route de l'esclave pour une autre expérience des plus inédites, une randonnée sur le parcours des bras valides du Dahomey arrachés à leur terre pour être vendus comme esclaves. De la place aux enchères à la porte du non-retour, en passant par le mémorial Zomachi, la case Zomaï, l'histoire est narrée dans les moindres détails. C'est un récit absolument qui est tout à fait bouleversant. Et je dois dire que le mémorial qu'on a vu ici est vraiment... je veux dire que ce qui a été fait ici pour rappeler, c'est vraiment formidable. Je veux dire que je remercie la délégation de m'avoir amené ici. Pour moi, c'était aussi une expérience très bouleversante. Et il faut absolument que les générations futures puissent voir et comprendre les torts qui ont été faits un jour et que ça ne doit plus jamais se reproduire. Devant la porte du non-retour, le récit du guide pousse le grand sage de la délégation à un devoir de mémoire. Dans ses souvenirs, une mission officielle sur le Brésil avec une quarantaine de chefs vaudous du Bénin. Lorsque la quarantaine de chefs vaudous du Bénin a pris son premier contact avec le Gandandomblé de Salvador de Bahia, c'est-à-dire le couvent des féticheurs au Brésil, je vous assure, mesdames et messieurs, ils n'ont pas eu besoin de traducteurs. Extraordinaire. Mieux, des fétiches ont disparu au Bénin, mais que nous avons retrouvés là-bas, au Brésil. Ces magistrats venus des hautes juridictions de cassation de tout l'espace francophone mondial ont vu, ont entendu et diront sans doute les richesses de Ouida, une merveille du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous qui nous regardez, notamment depuis Taïfa, c'est à Djougou dans la Donga. Bonne suite des programmes sur le RTB. Bonne semaine à tous et à toutes.